Vendredi 23 mars 2018, c'est le dernier rendez-vous de l'information au titre de cette semaine sur Zaïre TV. Le sommet. Fidèle à sa réputation, le Front pour le sursaut patriotique a donné de la voix ce matin à la Bourse du travail de Cotonou. Nous y reviendrons dans cette édition. Tous les élèves béninois se demandent si l'année académique sera validée ou non. Mais le niveau de préparation varie selon qu'ils soient dans une école publique ou dans une école privée. Nous en parlerons. Dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019, les écureuils juniors poursuivent les matchs amicaux. Nous en parlerons également. Chers amis internautes, fidèles à Zaïre TV, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. L'opérateur GSM MTN Bénin a présenté ses nouvelles offres aux professionnels des médias cet après-midi à son siège à Cotonou lors d'une séance d'échange. Désormais, quel que soit leur budget, les abonnés de MTN Bénin, notamment les entreprises, peuvent avoir de l'Internet illimité avec MTN Pro, accéder plus rapidement à leurs avoirs sur Mobile Money grâce à Momo Express. En outre, les services MTN Maxi et GoPack ont été améliorés et offrent plus d'avantages aux abonnés. Selon les responsables de ce réseau GSM, les nouvelles offres visent à remédier à la perception qu'ont les abonnés de l'équilibre entre les services offerts et les prix correspondants. La Bourse du travail de Cotonou a servi de cadre ce matin à un point de presse du Front pour le sursaut patriotique. Par la voix de son porte-parole Jean Kokou Zounon, il dépeint les difficultés des populations et qualifie la gestion du gouvernement de la rupture de liberticide. Suivons un extrait de ses propos. La crise économique et sociale s'est approfondie et s'est aggravée dans le pays. Le 11 novembre 2016, pour son premier déplacement officiel dans les régions du Bénin, le chef de l'État en visite à Parakou demandait au peuple affamé la patience et promettait la fin des difficultés pour bientôt 1 an ou quelques mois. Plus de 16 mois sont passés depuis le 11 novembre 2016. Et 2 ans après son arrivée au pouvoir, la faim s'est aggravée et étendue pour le peuple. D'où l'amplification de la faim, de la misère et même de la déchéance physique et morale dans les ménages. Le deuxième point de l'évolution, c'est que l'économie de notre pays tourne au ralenti. Les craintes et angoisses montent en ce qui concerne même la crédibilité de l'État, avec d'une part le non-paiement des créances et dettes intérieures, et d'autre part, face à la multiplication des appels du Trésor béninois à des financements sur le marché régional des capitaux, et surtout face aux insuccès répétés de ces appels. De décembre 2017 à ce jour, par exemple, près de 8 appels sur le marché régional ont été lancés et la plupart se sont soldés par des résultats médiocres. Tout le monde sait qu'infrastructure ne signifie pas développement. Et tout le monde attend des entreprises industrielles créatrices d'emplois. Talon et son gouvernement en ont promis 500 000 d'ici 2021, soit en moyenne 100 000 par an. Le nombre le plus optimiste que nous ayons eu vient du ministre d'État chargé du plan, qui est le président du comité de suivi du PAG. Ce nombre est de 60 000 emplois depuis l'arrivée au pouvoir de Talon. Rappelons que ceci est la première sortie du front, 2 semaines après sa marche dispersée par la police pour des questions d'itinéraire. Bientôt les examens de fin d'année et les élèves sont anxieux. La grève qui secoue l'enseignement public gangrène la préparation des élèves qui y sont inscrits. Dans l'enseignement privé, par contre, les activités académiques vont bon train. Un tour dans ce milieu met à nu les disparités entre les apprenants selon qu'ils soient dans le public ou dans le privé. Tous sont inquiets au sujet de la tenue ou non des examens de fin d'année. Suivez plutôt. La Covid
Les salles de cours transformées en dortoirs, l'activité récréative intense, voilà l'aspect que donne le CEG Sainte-Rita en ces moments de grève au niveau de l'enseignement public. N'appréciant pas cet état de choses, cet élève, au nom de ses camarades, adresse un appel aux principaux antagonistes. Apparemment, tout le monde a soldé dans l'établissement, mais on n'a pas nos droits. Voici nos reçus. Mais qu'est-ce qui se passe dans le pays? Si l'État béninois a des devoirs remplis vers les professeurs, il n'a qu'à le faire parce que nous allons à l'examen, après tout. Ce sont nos éducations qui sont en jeu. Mais que l'État veille bien à ce qu'il fasse qu'on recommence encore les cours. Contrairement à leurs homologues du secteur public, les élèves du secteur privé suivent avec assiduité le programme de l'année scolaire. Actuellement même, nous sommes en devoir et nous évoluons progressivement et normalement selon les normes. Malgré ces progressions, les enseignants et apprenants du secteur privé manifestent leur désolation face à cette situation qui perdure. Ça ne nous arrange pas, nous qui sommes en privé, de voir la situation de nos enfants en public et en même temps de nos enseignants en public. Je suis vraiment désolée parce que je ne veux pas reprendre la classe et je ne veux pas aussi que les autres qui ont souffert avant de payer la scolarité puissent reprendre encore la même classe. Ne souhaitant pas que l'année soit blanchie, ils reviennent sur l'enjeu de sauver coûte que coûte l'année en cours. Vous imaginez un peu ce que ça peut valoir pour notre État, pour notre pays. Ça fait des milliards à remettre en jeu. Vous imaginez un peu les mois précédents. Vous voyez ce que ça vaut pour l'État et en même temps les parents qui ont inscrit leurs enfants en privé. Vous voudrez que ces parents reprennent une nouvelle inscription pour leurs enfants. Vous imaginez que ça peut valoir. Donc si le gouvernement et les enseignants peuvent faire preuve peuvent discuter et améliorer la situation pour qu'il n'y ait pas de grève, ce serait vraiment génial. Et j'aurais souhaité que les uns et les autres prennent des initiatives afin que, au plus tôt, la situation soit décantée. Et j'invite surtout l'État afin qu'il fasse preuve de bonne gestion et de compréhension vis-à-vis des enseignants qui sont en grève. Vivement que leurs cris ne rentrent pas dans les oreilles de ceux. Cybercriminalité, sacrifice humain, rituel sanguin en lien avec les croyances endogènes. Quelle est la ligne de démarcation? Hunongan Senou Tito, vice-président de la Congrégation nationale des initiés de tronc et président de l'ONG Cercle pour le développement de l'éthique et du civisme à la base, invité du deuxième panel des causeries de Café Média Plus de ce 23 mars, analyse la question. Deux sujets ont fait l'objet des échanges au cours du 179e numéro des causeries Café Média Plus de ce vendredi 23 mars 2018. Cybercriminalité, sacrifice humain, rituel sanguin en lien avec des croyances endogènes. Quelle est la ligne de démarcation? Face à cette interrogation, Hunongan Senou Tito, vice-président de la Congrégation nationale des initiés du Saint-Esprit Tronc à la FIA, s'est prononcé. Il a expliqué que le Kenessi, à l'origine, n'est pas ce dont se servent les jeunes aujourd'hui pour commettre des sacrifices humains. Depuis quelque temps, il paraît qu'ils utilisent des divinités, surtout la divinité que nous appelons Kenessi. Kenessi est une divinité qui existe dans notre pays depuis très longtemps. Et cette divinité, la coloration qu'on lui donne aujourd'hui n'a pas été ce que nos aïeux nous ont légué. Donc, est-ce que c'est le Kenessi que nos grands-parents ont adoré ici, qu'ils sont en train de faire? Vraiment, c'est une question. Maintenant, et après toutes nos investigations, depuis que cette malheureuse nouvelle a envahi le pays, le Kenessi que nos aïeux adoraient n'est pas ce que les enfants sont en train d'adorer aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment le Kenessi même ou bien c'est autre chose qu'ils ont mis devant? Ils ont mis le nom de Kenessi parce que Kenessi, dans notre déontologie, Kenessi est complice de la sorcellerie. Est-ce que vous me comprenez? Mais
Kenessi ne prend pas de sang humain. Donc, quand il y a problème dans une famille, les enfants tombent malades, les enfants meurent n'importe comment, mais les dignitaires ou du moins les responsables de ces maisons-là font recours à cette divinité pour apaiser la tension. Donc, ça n'a jamais été une divinité qui prend du sang humain. Maintenant, si je dis, est-ce qu'il se cache derrière Kenessi pour pratiquer une autre divinité que nous autres, nous ignorons? Ça, c'est une question. Nous sommes en train de faire les investigations. L'invité a ressorti la différence entre le Kenessi et le tronc. Kenessi, bon, mais quand nos anciens là ont pris ça, ils ont vu que bon, il a pu protéger leur maison. Il y en a qui ont gardé. La sorcellerie, c'est la haute science. Est-ce que vous voyez? Je peux dire que vous, tous qui êtes là, vous êtes des sorciers. Sorciers de la plume. Vous me comprenez? Oui, oui. Vous me comprenez? Oui. Ok. Moi, trompette de cas à la FIA, nous ne sommes pas dans ce schéma-là pour être complices, parce que chez nous, depuis le temps que j'ai passé dedans, Runonga ne m'a jamais dit, voilà, tu vas, quand tu pries, quand tu fais des rituels, ton tronc va protéger les gens, ton tronc va guérir des maladies, mais s'il y a quelqu'un, si quelqu'un t'offense, voilà, maintenant quand tu fais ça, tu vas l'atteindre. Non. C'est pour ça que nous disons que Kenessi est complice de sorcellerie. Quand tu amènes quelque chose chez lui, il va te faire le bien. Quand tu dis maintenant, venge pour moi, alors là, c'est là que ça verse dans la sorcellerie. Une religion est une conviction, a-t-il ajouté pour finir. La section Bénin de l'Union internationale de la presse francophone, UPF, a organisé une causerie débat ce matin à l'intention des étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Cette rencontre s'est articulée autour de l'influence des langues nationales et de l'intellect sur la langue française. Elle s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie célébrée le 20 mars. Suivez les impressions des conférenciers et de quelques participants. L'idée prônée aujourd'hui, ça tourne autour des messages que les jeunes étudiants et autres envoient. Et souvent, on constate qu'on abrège tous les mots. Des fois, même quand vous prenez, vous n'arrivez pas à comprendre ce que l'auteur du message voudrait dire. Et la conséquence aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ça se retrouve, ce genre d'abréviation se retrouve au niveau même des copies des étudiants, des élèves. Donc ça pose en tosse au français, au bon français qu'on devrait normalement parler. Donc ce matin, on est venu pour partager avec nos frères étudiants d'ici la volonté de mieux faire, de bien parler le français, de mieux écrire le français. Les abréviations, d'accord, mais il ne faut pas en abuser parce que l'abus nuit totalement aujourd'hui au bon français parlé. Il faudrait que les gouvernants commencent par penser à de telles initiatives. Pourquoi ne pas décréter des journées, décréter au moins une journée au Bénin pour se pencher sur des questions, de telles questions fondamentales relatives à l'élévation, à la correction de la langue française. Si on tient vraiment à ce que cette langue soit pérenne et que nous gardions le nom célèbre qu'on nous reconnaît en tant que Béninois, en tant qu'ancien Dahoméen, quartier latin de l'Afrique, il faudrait que le Bénin révise sa position. Il faudrait que ça fasse partie des priorités de l'État. Nous avons été très heureux de leur comportement. D'abord, ils étaient très nombreux et tous sont restés jusqu'à la fin à suivre notre communication. En plus, c'est qu'ils ont beaucoup participé, ils ont posé beaucoup de questions et il y a eu assez de contributions également. Donc c'est la preuve qu'ils s'étaient intéressés par le thème que nous avons soumis. Et puis l'ambiance était très bonne, des très bons enfants.
nous avons beaucoup apprécié. Surtout que nous avons mis l'accent sur l'usage des SMS et des abréviations qui accompagnent cela. Et nous avons mis l'accent sur l'exagération de ces abréviations-là et peut-être les dangers qui peuvent en découler pour les élèves, les étudiants. Ça a apporté un plus parce que auparavant, j'ai l'habitude d'abrévier, mais maintenant je sais que ce n'est pas bien, ce n'est pas trop bien d'abuser avec les abréviations parce que ça pourra agir sur l'orthographe des mots. Je voudrais lancer un appel à mes camarades pour leur dire que de diminuer, certes c'est bien d'abrévier, mais de diminuer la dose d'abréviation parce que ça ralentit notre écrit. Bon, par rapport aux orthographes, ce n'est pas trop bien. En sport, l'équipe nationale junior de football du Bénin poursuit sa préparation en vue du démarrage des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CAN U20 Niger 2019. Les hommes de Valais Wandinou ont rencontré cet après-midi Esaü FC en match amical au stade René Pleven de Cotonou. Un match soldé par un score nul, 2 buts partout. Le compte rendu de cette match dans nos prochaines éditions. À présent, suivez le compte rendu du deuxième match de préparation joué mercredi dernier contre la jeunesse athlétique de Cotonou. Après le premier match test dimanche dernier, les écureuils juniors du Bénin ont joué leur deuxième rencontre de préparation ce mercredi 21 mars 2018 au stade René Pleven de Cotonou en vue des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019. À l'arrivée, Valais Wandinou et ses poulains ont été dominés 0 but contre 1 par la jeunesse athlétique de Cotonou Jacques. L'unique réalisation de la partie porte les griffes de Guero Barazé à la 12e minute sur un coup franc repoussé dans l'axe par la défense. Petit frère de l'international Seydou Barazé, Guero trompe la vigilance du dernier rempart des jeunes écureuils d'une frappe sèche. Toujours à la recherche d'une équipe, le staff technique a aligné 2 différentes formations pour ce deuxième match amical, tout comme au premier. Nous venons de perdre ce soir. La fois passée, on avait fait match nul. Bon, toujours pour les coachs, ils sont en train de faire leur détection, ce qui a fait qu'ils ont constitué 2 équipes. La première équipe a encaissé le but et la deuxième équipe a fait de son mieux. Ils ont fait le match nul avec la même équipe qu'ils ont en face d'eux. Donc avec le temps, je pense que ça ira. Plus entreprenants que leurs coéquipiers alliés en première période, Youssouf Assogba, Rodrigue Kossi et consorts ne parviennent pas à rétablir la parité. Ils multiplient les assauts dans le camp de Jacques, mais ils pêchent à la finition faute à l'absence d'un renard des surfaces. Cette situation en attaque embarrasse le sélectionneur Valais Wandinou. J'ai joué contre 2 équipes du championnat, des équipes qui sont déjà en championnat depuis longtemps, ils étaient ensemble. Donc moi je viens de commencer à peine quelques jours, donc je ne connaissais pas ces joueurs avant. Donc maintenant j'essaie de faire une équipe, donc, mais le problème est toujours là, le problème d'attaque qui est un problème général du pays. Le patron de l'encadrement technique des écureuils juniors pense se fixer sur son effectif la semaine prochaine avec l'arrivée d'autres joueurs évoluant à l'étranger. Quand on avait commencé, j'avais près de 150 joueurs. Maintenant, j'ai essayé de trier et de tamiser. J'ai au moins 30 et quelques. Et à partir de la semaine prochaine, je vais avoir au moins 25 joueurs. J'ai des certitudes parce que j'ai au moins 5 joueurs qui vont venir de l'étranger. Bon, certes, je ne les ai pas encore vus, mais il faut qu'ils arrivent. Si c'est des joueurs qui jouent en championnat, d'où ils viennent, je vais les voir et puis je vais voir ce qu'ils sont capables de faire. Il y a Sobo, un certain Sobo qui joue en Israël, en D2. Il y a l'autre qui joue dans l'équipe réserve U20 de Galatasaray. J'ai ces 2 joueurs-là qui vont venir d'ici la semaine prochaine. À quelques jours du déplacement sur Morovia, la préparation de l'équipe bat de l'aile et le staff technique semble sous pression. Les dirigeants du football béninois doivent revoir les objectifs et le public sportif plus patient avec l'équipe. En matière de pression, un ancien joueur de Valais Wandinou, aujourd'hui responsable d'un club de Ligue 2 du Bénin, estime que le coach des écureuils juniors est un homme intègre. Valais Wandinou, il fut mon entraîneur. Je suis sociétaire de Azako. Oui, le fameux Azako fut le capitaine. J'étais là quand Oumacho Mogo est arrivé. Est-ce que vous comprenez? Donc, Oumacho Mogo en question fut son joueur dans le temps. Donc, je peux vous dire, dans le temps, Azako dont on parlait, et je pense que ça faisait mal avec les grandes équipes.
dans le pays. Donc c'est un homme, c'est sans complaisance, il va travailler. Je ne pense pas qu'il puisse avoir de pression sur lui en tout cas. Parce que par le passé, il a eu à dire certaines vérités en face de mon feu président dans le temps, M. Éloi Kodo. Puis à un moment donné, c'est quelqu'un qui a l'habitude de intervenir souvent dans les classements, vous dire il faut me mettre dessus, ou bien même un coup de jeu. Il dit c'est l'entraîneur, celui-là, qui a dit à un moment donné au président, attention président, moi, vous m'avez confié l'équipe. Restez à la tribune, à la fin, on va se voir. Pour la fin du championnat, ça va déterminer le reste. Vous avez vu sa palmarès au niveau international avec le feu Stéphane Keshi. Vous avez vu tout son parcours. Donc c'est quelqu'un, il sait voir le joueur, il sait détecter le joueur. Ça, c'est un don que Dieu lui a donné. Je peux le dire parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont passés par lui pour aller à Eniba et consorts, vous voyez, donc par rapport à la sélection qu'il est en train de faire là, je pense que c'est bon. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Zaire TV. Un seul réflexe, www.zaretv.com.